principaux dossiers de ce Conseil des ministres. Plus de 10 000 personnes déplacées suite aux différentes attaques terroristes ont été recensées à Kongoussi. Le gouvernement a donné des instructions pour des actions idoines en faveur de la prise en charge de ces déplacés. Au jour d'aujourd'hui, nous avons positionné à peu près 200 tonnes actuellement sur Kongoussi et de l'huile, du savon, des conserves pour la réponse d'urgence et des couvertures. Nous avons des problèmes d'abri. Vous savez que les écoles ont repris, donc nous ne pouvons pas ouvrir les écoles à ces personnes. Mais nous avons demandé à nos partenaires de trouver des abris pour répondre. Mais en attendant, nous avons des abris de fortune et surtout nous avons des bâches que nous avons convoyées avec les 200 tonnes là pour répondre urgemment à un problème d'abri. Au jour d'aujourd'hui, au 1er octobre, nous avons enregistré 10 484 personnes enregistrées. Mais cela veut dire que nous sommes à peu près à 50-60% des personnes enregistrées. Nous avons déployé des équipes pour que l'enregistrement soit plus rapide, parce que vous savez que dans des situations pareilles, les gens sont paniqués, ils ont besoin de se sentir comptés. Plus on les enregistre, plus on les apaise, mieux le climat devient plus serein. Le Conseil des ministres salue les actions des populations de Kongoussi. Plusieurs se sont mobilisés pour accueillir les déplacés internes. Pour ce qui est de la province du Loroum, la situation est stable selon la ministre en charge de la solidarité nationale. Plus de 20 000 personnes déplacées ont été recensées dans cette localité. La rentrée des classes est déjà là et la ministre rassure que les enfants déplacés en âge d'être scolarisés ou déjà scolarisés iront à l'école. Les camps déjà préétablis comme le camp de Foubé, Barsalgo, nous avons des écoles et mieux même nous avons des espaces amis d'enfants pour les enfants qui ne sont pas en âge d'être scolarisés de 0 à 3 ans. Donc nous avons, et c'est le même protocole que nous allons observer pour tout autre site d'accueil. Le gouvernement s'est aussi penché sur des questions de développement, notamment sur le maillage territorial de la fibre optique. Et à cet effet, un financement a été trouvé pour conduire le projet Backbone. Vous savez que le projet de Backbone vise donc à connecter quasiment tous nos chefs-lieux de région et les zones frontalières afin d'avoir une vraie infrastructure capable de porter cette économie numérique-là. Et la première phase va concerner donc 2001 km de fibre optique, va relier 47 communes, dont également 7 chefs-lieux de région. Le coût de cette première phase-là, et c'est là où le financement intervient, est d'à peu près donc 65 milliards de francs CFA. Sur le volet infrastructure, il est prévu des travaux d'entretien périodiques de plusieurs routes dans diverses localités. Il y a 7 marchés qui ont été acceptés. Je voudrais vous en donner lecture. La route départementale Yako-Gompoussoum-Ouema, la route nationale Yako-Cordier-Koudougou, la route régionale Bilanga-Ademtenga, la route nationale numéro 2 Kortsimoro-Boulsa, la route départementale Imbasco-Soa-Siglé-Pela, et la route Torodo-Zungu. Lors d'une récente sortie médiatique, le Premier ministre avait annoncé que l'UTS, l'impôt unique sur le traitement de salaire, sera appliqué à partir de janvier 2020 sur les indemnités des travailleurs du public, à l'instar de ceux du privé. Le porte-parole du gouvernement confirme et il affirme que cela rétablit l'équité dans le régime d'imposition entre salariés du public et du privé. Sachez que le Premier ministre est arrivé ce matin à Bruxelles, accompagné d'une délégation dont des membres du gouvernement burkinabé. Christophe Joseph-Marie Dabiré prendra part au Rebranding Africa Forum qui s'ouvre demain dans la capitale belge. Le forum qui est consacré cette année aux questions minières. L'agenda du chef du gouvernement burkinabé prévoit déjà cet après-midi des rencontres avec des présidents d'institutions et des autorités belges. Bien sûr, il va également rencontrer la diaspora burkinabé de la Belgique, nos envoyés spéciaux Moumouni Souega et Amadou Ilboudo. Nous ferons vivre donc les grands moments de cette visite du chef du gouvernement burkinabé en Belgique.
Et puis cet autre communiqué à l'occasion de la cérémonie solennelle de prestation de serment d'un nouveau membre du Conseil constitutionnel placé sous la présidence de son Excellence Monsieur le Président du Faso, garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. La Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées le vendredi 4 octobre 2019 à partir de 8 h dans la salle des banquets de Ouagadougou 2000. L'heure limite d'arrivée est fixée à 9h30. Suite de ce journal. La rentrée académique 2019-2020, les offres de formation universitaire, l'érection de nouvelles universités, l'actualité nationale sont autant de sujets à l'ordre du jour du traditionnel point de presse du gouvernement qui reprend de service. L'on fait le point complet des échanges entre le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation et les journalistes avec Caroline Ouari. Actualité oblige, le point de presse du gouvernement est dominé par la question de la rentrée académique. Sous sa double casquette de ministre des Enseignements supérieurs et prof d'université, le professeur Maïga dresse l'état dans les universités publiques du Burkina. On a quand même fait transformer les 3 centres universitaires qui étaient là, ont été érigés en universités pleines. Il s'agit donc de Waïgouya, de Dédougou et de Fadangourma. Dans la foulée, nous avons, en 2017-2018, fait en sorte que le centre universitaire de Kaya puisse fonctionner, que le centre universitaire de Gawa fonctionne. Après ces deux, l'année suivante, 2018, nous avons fait fonctionner le centre universitaire de Tenkodougou. À Dori, également, on a procédé à l'ouverture avec deux offres de formation. On a ouvert aussi Banfora, avec 3 offres de formation, les lettres modernes, le droit, les maths, la physique, chimie et l'informatique. Sur la question de la disponibilité du personnel enseignant et administratif, le ministre Maïga rassure, le gouvernement, à travers les mesures nouvelles, y a apporté une réponse. Le cas particulier de l'université Ouagadougou est aussi posé. Avec une capacité de 10 000 places assises au départ et près de 2 000 lits, le site devra accueillir d'ici à fin décembre prochain ses premiers occupants. Les questions d'actualité adressées au ministre de la Communication tournent autour de la situation sécuritaire. Les attaques contre les populations dans le BAM ont déplacé 19 000 personnes pour lesquelles le gouvernement a pris des mesures. L'état de la gouvernance et précisément de la corruption par le RENDLAC est aussi des sujets du point avec la presse. Pour le gouvernement, dans la lutte contre la corruption, c'est une obligation et c'est un élément que nous mettons en forte ligne de notre action. Je voudrais d'ailleurs dire qu'en ce qui concerne ce cas de malversation constatée à la trésorerie régionale des Hauts-Bassins qui a alimenté vos colonnes, il faut savoir que très tôt, une plainte a été déposée contre 2 agents de cette trésorerie qui avaient été donc déférés donc au niveau de la prison d'arrêt et de correction de Bobo-Dioulasso et que l'un d'entre eux a été libéré sous caution par la justice. La grève annoncée dans le secteur du transport aérien avec pour point clé la reprise de l'aéroport de Doncin par un privé de nationalité française est aussi à l'ordre du jour. Et toujours sur la question de la grogne sociale, le cas dans les hôpitaux et dans les médias publics est revenu. Nous discutons, et je dois rappeler que nous avons quasiment trouvé un terrain d'entente. Les médias publics sont d'accord en principe sur la dérogation que nous voulons leur donner. Ils attendent le projet de décret que nous allons les transmettre, qui est la preuve de notre bonne foi. En attendant, je pense qu'on aura déjà réglé le problème. Non, il n'y a pas de base militaire française à Djibo. C'est le démenti du ministre de la Communication à une question posée sur le sujet. Et le ministre de poursuivre, il s'est personnellement renseigné. Et puis le nouveau procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Ouagadougou prend officiellement fonction ce matin. Aruna Yoda remplace Maïza Sérémé qui a passé 4 ans à la tête de l'institution. L'installation officielle a eu lieu au cours de l'audience solennelle de ce jeudi en présence de Draman Guéné. C'est une audience exceptionnelle qui consacre la prise de fonction de Aruna Yoda, le nouveau procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Ouagadougou. À 44 ans, le nouveau patron du parquet de Ouaga 1
remplace Maïsa Sérémé au moment où des gros dossiers sont encore pendants en justice. Avant cette nomination, j'étais connu substitut du procureur. C'est bien dit que c'est la continuité. Les dossiers, on les traite comme on a l'habitude de les traiter, avec le respect autant que faire se peut de la loi. Et il n'y a pas de particularité à déclarer. Nous continuons le travail comme nous avons l'habitude de le faire. Maïsa Sérémé est alors en fin de mission après un mandat de 4 ans. 4 ans de dure expérience dans un pays qui enregistrait ses premières attaques terroristes. Je dois dire qu'après mon installation en octobre 2015, la première attaque terroriste m'a beaucoup marqué. Et la succession des attaques terroristes m'a beaucoup marqué. Et tout dossier que nous avons pu gérer, voir que l'on cherche à appliquer la loi et que certains ne comprennent pas, ça m'a beaucoup aussi marqué dans le traitement des dossiers. Mais lorsque nous avons pu communiquer, les gens ont compris que ce n'était pas pour faire la force aux gens, mais c'était pour appliquer la loi et nous avons pu obtenir l'accompagnement des uns et des autres. Elle quitte ses fonctions mais promet rester aux côtés du nouveau procureur pour relever des défis. Cette fonction de procureur n'est pas nouvelle pour Haruna Yoda, qu'il a déjà expérimenté au TGI de Yakou, puis à Kaya. À Ouagadougou, il couvre 3 provinces, le Kadiogo, le Ganzourgou et le Bazeda. Autre actualité, la coopération économique entre la Turquie et le Burkina Faso passée en revue à Ouagadougou. Les experts des deux pays revisitent les différents accords de partenariat entre Ankara et Ouagadougou en vue de les renforcer et d'ouvrir d'autres domaines de coopération, notamment dans les secteurs de l'agriculture, du textile et militaire. Nous suivons donc le compte-rendu de l'ouverture de la deuxième session mixte de coopération économique entre la Turquie et le Burkina Faso avec Siela Sinawatara et Sekou Zongo. La coopération économique entre le Burkina Faso et la République de Turquie au centre de cette commission mixte. Les experts économiques des deux pays passent en revue ici les secteurs économiques et commerciaux à même d'apporter un plus au développement des deux nations. Cette deuxième session de la commission mixte de coopération économique en fait va permettre de passer en revue les accords déjà existants. Il y a le domaine aérien, parce qu'il y a eu un accord qui a été signé dans ce sens-là. Et il y a aussi la réalisation de forages et dans le domaine agricole aussi. Concrétisation d'un engagement pris entre Roch-Marc Christian Kaboré et son homologue Recep Tayyip Erdogan en avril dernier à Ankara. Cette commission mixte va prospecter d'autres domaines de coopération. Il y a ce qu'ils appellent le tourisme de santé. Donc ça veut dire les Burkinabés pourront, une fois que l'accord sera signé, se faire soigner en Turquie et bien sûr à des conditions très favorables. Il y a le domaine de la culture et il y a le domaine de l'agriculture et il y a aussi le domaine de l'éducation. Et il y a d'autres aspects qui sont en fait l'aspect social et l'aspect coopération militaire aussi. Un autre accord qui va compléter ce processus justement de promotion sera la signature de l'accord de la non-double taxation. Et nous allons préparer ensemble une feuille de route qui va permettre justement d'élaborer toutes les relations commerciales et économiques que nous avons, surtout par rapport au domaine de l'agriculture et du textile. La coopération entre le Burkina Faso et la Turquie est vieille de 9 ans. Une coopération bilatérale gagnant-gagnant selon les deux parties. Cette année, pour le Salon international du coton et du textile SICOT, le Burkina Faso fait de la Turquie invité d'honneur. Et puis la gestion des biens publics au centre d'une formation au profit des gestionnaires des collectivités territoriales. L'ambition du programme d'appui aux collectivités territoriales, initiateur de la formation, c'est d'instaurer une plus grande rigueur dans la gestion des biens publics. La formation concerne l'ensemble des communes du Burkina Faso et elle se veut également un tremplin pour la sensibilisation sur les enjeux de la bonne gouvernance. Nous suivons le lancement de la formation à Zignaré avec Oscar Soulama et Maxime Zongo.
La gestion du patrimoine de l'État, tout un processus dont la maîtrise des fondamentaux n'est pas toujours évidente chez la plupart des acteurs. Le programme d'appui aux collectivités territoriales par cette initiative entend donc apporter sa contribution à une meilleure appropriation de la réglementation nationale. Pour accompagner le processus de décentralisation dans notre pays, il y a eu des transferts de ressources et transferts de compétences au profit des collectivités territoriales. Le rôle donc de cette formation, c'est d'outiller les gestionnaires pour leur permettre de mieux gérer ces biens-là qui sont acquis sur ces ressources publiques-là. Que ce soit au niveau du matériel roulant, que ce soit au niveau des bâtiments, que ce soit au niveau de la gestion du carburant, il y a des règles spécifiques en la matière. Voilà, c'est la méconnaissance de ces règles-là qui amène souvent un certain nombre de dérapages dans la gestion. Au cours de la formation, les participants seront ainsi outillés sur les rudiments de la réglementation nationale dans tous ses détails. Ce cadre sera également un tremplin à la sensibilisation sur les enjeux de la gouvernance des biens de l'État. Zianré est la première étape d'une série de formations qui va concerner l'ensemble des 352 communes du pays. Du colloque national sur l'extrémisme violent et les valeurs de référence portées à la connaissance du public. La diffusion des conclusions de la rencontre est lancée à Gawa en présence de Hamidou Kipsinana. La culture est un facteur important dans la prévention, la lutte contre le terrorisme et la promotion de la cohésion sociale. C'est la conviction du ministère burkinabé en charge de la culture. Cette vision est le fruit d'un colloque national tenu en novembre 2018 à Dori. Le contenu de ce rapport est livré ici aux différentes communautés du Sud-Ouest afin de susciter leur adhésion à promouvoir les valeurs culturelles positives. Si chacun de nous vit, comme l'a dit un des intervenants, au quotidien, ces valeurs positives de notre vécu, la solidarité, le respect sous toutes ses formes, la tolérance. Si nous vivons ça au sein de nos communautés, je pense que nous arriverons à éradiquer, comme je le dis, effectivement le phénomène de l'extrémisme violent. Pour les participants à cette rencontre, la démarche vient à point nommé. Je pense que c'est un nouveau pas pour la résolution de beaucoup de problèmes parce qu'on a découvert en fin de compte que souvent le problème n'est pas lié à l'ethnie ou à la religion, mais à une perception que les gens ont de façon erronée. Nous devons tous construire des efforts, avoir les mêmes idées, avoir un esprit de tolérance et aussi vivre ensemble une bonne cohésion au sein des communautés. Cette conférence inaugurale de diffusion des résultats du colloque national sur l'extrémisme violent et les valeurs de référence se tient à Gawa après celle de Ouagadougou et de Banfora. Pour sa diffusion, une série de conférences est prévue dans les 13 régions du Burkina. Santé dans ce journal, mois d'octobre ou mois rose, c'est un mois destiné à la campagne annuelle de sensibilisation au dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus au Burkina Faso. La fondation Kémy de l'épouse du chef de l'État a en fait son leitmotiv à travers l'organisation de la semaine du ruban rose. Cette année, c'est Tankodogo qui accueille les activités de la semaine au programme à séance de sensibilisation et de formation à l'autopalpation et conférences publiques. Nous suivons le lancement des activités hier à Tankodogo donc avec Paul David Bambara et Ruth Bini Ouattara. Une conférence publique pour donner le ton de la semaine dite du ruban rose. 7 jours pour interpeller, 7 jours pour sensibiliser et faire connaître le danger que représente le cancer sous toutes ses formes et surtout celui du sein. Nous faisons beaucoup de campagnes d'information, beaucoup de campagnes de sensibilisation. Nous formons également les prestataires sanitaires au dépistage précoce des lésions cancéreuses du sein et du col de l'utérus. Et nous faisons énormément de plaidoyer. Sur la question, les statistiques inquiètent. En 2018, nous avons enregistré environ 7600 cancers féminins. Et sur ces 7600 cancers féminins, vous avez 19% qui représentaient le cancer du sein et 33% le cancer du col de l'utérus. Voici les estimations pour le Burkina. Il
fournis par la communauté internationale. On a l'impression que ça augmente, mais tout simplement parce que les moyens de diagnostic sont plus disponibles aujourd'hui qu'avant. Engagée dans la lutte, la Fondation Kimi, portée par l'épouse du chef de l'État. 13 années d'engagement, 13 années de plaidoyer auprès des gouvernants et à la clé des actions concrètes. Jusqu'à présent, nos médecins étaient outillés pour faire de la chirurgie, de la chimiothérapie, mais nous n'avions pas de radiothérapie. Aujourd'hui, grâce au fonds Qatari, nous disposerons dans quelques mois d'un centre de radiothérapie à Ouagadougou, à l'hôpital de Bogodogo. La BID a accepté d'accorder un prêt à des conditions très favorables au Burkina pour que nous puissions acquérir, pour que le Burkina puisse acquérir 15 unités mobiles d'offres de soins intégrés. Comme à l'accoutumée, la semaine du ruban rose est mise à profit pour sensibiliser. Bien qu'étant les plus touchées, les femmes et jeunes filles ne sont pas les seules victimes, car malheureusement oui, le cancer du sein touche aussi les hommes. Des séances de formation à l'autopalpation sont prévues, ainsi que des formations d'agents de santé au dépistage. Et l'abandon des mutilations génitales féminines, un autre combat mené au Burkina Faso. Plusieurs associations et partenaires au développement s'investissent dans cette lutte pour le mieux-être des femmes et des filles. L'association pour la promotion féminine de Gawa apporte sa contribution à travers cette rencontre de sensibilisation et d'échange sur les stratégies adéquates pour une lutte plus efficace. Oumarou Sagnon, Hadi Sandamba. C'est un atelier régional qui réunit ici des acteurs de la lutte contre les mutilations génitales féminines. Initié par la PFG, l'association pour la promotion féminine de Gawa, plus qu'une séance de sensibilisation. Cette rencontre se veut un cadre de mutualisation de forces et de stratégies d'intervention dans la lutte contre le fléau. C'est le lieu également de plaider pour une adhésion totale de tous ces acteurs en vue de venir à bout de toute forme de violence basée sur le genre. Un atelier où nous voulons que tout le monde, les autorités en particulier, en partant de le gouverneur de la région du Sud-Ouest, le président qui est en même temps le président du comité régional de lutte contre la pratique de l'excision. Et nous avons tenu à ce qu'il engage aussi les hauts commissaires qui sont les présidents des comités provinciaux de lutte contre la pratique de l'excision. Et il y a également les maires. Parce que dans la région, il y a 1084 villages et il y a plus de 2000 conseillers. C'est dire donc que tous ces acteurs doivent chacun à son niveau œuvrer aussi bien dans la sensibilisation que dans la dénonciation de toute forme de violence faite à l'autre moitié du ciel. C'est peut-être à ce prix que l'on pourra barrer la route au phénomène qui prend de plus en plus une tournure transfrontalière. Le phénomène est préoccupant aussi du fait de la position géographique de notre région par rapport aux pays limitrophes. Vous savez que nous sommes adossés au Ghana et à la Côte d'Ivoire. Et si bien fait que malgré l'effort, les pratiquants de ce fléau-là trouvent des échappatoires entre les deux pays. Et à l'APFJ de plaider pour une lutte transfrontalière à travers une synergie d'action entre les États ainsi que les différents acteurs de la lutte des différents pays concernés. Et la pulvérisation intradomiciliaire pour lutter contre le paludisme. L'expérience est menée au Burkina Faso pendant 2 ans par le programme national de lutte contre le paludisme. Le programme fait une pause pour évaluer la campagne avant la prochaine reprise en 2020. Reportage Adamagiti Nyarkiteda. C'est une rencontre bilan du projet pulvérisation intradomiciliaire 2 années après sa mise en œuvre. Le programme national de lutte contre le paludisme et ses partenaires s'accordent ici sur le déroulement de l'opération menée dans 3 districts sanitaires. Et après 24 heures de travaux, les services techniques du ministère de la Santé se félicitent des résultats obtenus. Déjà, il faut reconnaître que le bilan est satisfaisant parce que nous avons pu travailler à couvrir près de 91% des structures, à savoir les différents domiciles qu'on a pu avoir accès et pouvoir faire la pulvérisation à l'intérieur. Nous avons également pu atteindre environ 81% de la population qui sont dans ces localités-là. Plusieurs partenaires techniques et financiers ont contribué à la réussite du projet, dont l'initiative présidentielle américaine
de lutte contre le paludisme. Elle a contribué à plus de 2 milliards de francs CFA par an. Il y a eu aussi des innovations pour cette année. Il y a eu la collecte électronique de données qui a fait en sorte qu'en temps réel, on pouvait voir un peu l'évolution de la campagne et prendre des mesures pour améliorer un peu la mise en œuvre, même pendant la campagne. C'était aussi la première année qu'on a utilisé le paiement électronique des fonds pour les saisonniers. L'opération va se poursuivre en 2020 et l'atelier bilan a permis de réorienter la campagne afin de bouter le palu hors de ces districts sanitaires, à savoir Solenzo, Kongoussi et Kamti. La journée mondiale de lutte contre la rage, commémorée ce jeudi au Burkina Faso, marque le lancement de l'initiative mondiale contre la rage par la FAO en collaboration avec le ministère en charge des ressources animales. L'atelier technique dénommé One Health sur la rage parle amélioration de la gestion de la maladie au Burkina Faso avec une invite spéciale cette année pour la vaccination. Reportage Jean Zongo, Nathalie Savadogo. La rage, une maladie à 100% mortelle et 100% évitable, selon les spécialistes. Selon l'Organisation mondiale de la santé, chaque année, la rage tue près de 60 000 personnes dans le monde. Au Burkina Faso, les résultats du laboratoire national d'élevage montrent qu'au cours des 5 dernières années, sur plus de 1000 échantillons reçus, 90% se sont révélés positifs. Pour venir à bout de ce mal, scientifiques et techniques partagent ici leurs expériences et les méthodes de lutte afin de trouver une stratégie efficace pour l'éradication de la rage d'ici à 2030. On dit que les continents les plus touchés d'un point de vue santé publique, c'est l'Asie et l'Afrique. Si on ramène ça en nombre, proportionnellement au nombre d'habitants, moi je dirais que c'est l'Afrique le continent le plus touché. La FAO, avec les différents partenaires, avec les pays membres, on essaye de faire le maximum, pas uniquement que pour la journée elle-même en septembre, mais on essaye dans l'année, par rapport aussi aux moyens qu'on a, par rapport aussi aux volontés des États, des pays membres dans lesquels on travaille, à mettre en place des stratégies, à mettre en place des politiques et aussi à essayer d'appuyer les gouvernements justement à l'atteinte de ces objectifs de 0 cas humain en 2030. La rage fait partie des 5 maladies zoonotiques prioritaires au Burkina Faso. Le chien est principalement à l'origine de la contamination des autres animaux domestiques et de l'homme, selon les spécialistes. Nous travaillons aujourd'hui dans un esprit One Health, donc une seule santé. Et l'une des méthodes les plus efficaces de lutte, c'est la vaccination des animaux de compagnie. Une fois que nous aurons un taux de couverture vaccinale assez intéressant au niveau animal, alors au niveau humain, nous pouvons être sûrs que la maladie pourrait être contrôlée. Pour le chef d'équipe FAO, des décisions sont prises au niveau du gouvernement burkinabé avec l'adoption en Conseil des ministres de la plateforme One Health pour consolider les activités de la rage. Mais il faut encore redoubler d'efforts, travailler en synergie avec toutes les parties prenantes pour espérer relever les défis d'ici à 2030. Et pour refermer la page santé de ce journal, la direction Bobo Dioulasso pour une formation et une sensibilisation sur la santé et la sécurité. C'est un atelier de l'inspection médicale du travail pour approfondir les connaissances sur les risques liés à la santé au travail. On voit cela avec Hassan Gourabou et Ali Traoré. Cette rencontre se veut un cadre pour informer et sensibiliser ces travailleurs sur les textes régissant la sécurité et la santé sur le lieu de travail. À travers cet atelier, donc, l'inspection médicale du travail souhaite un changement de comportement afin de réduire les risques liés à la santé dans les services. Faire connaître les textes en matière de sécurité et santé au travail, que les travailleurs sachent que cette sécurité et santé au travail est bien légiférée dans notre pays et qu'ils ont l'obligation de se conformer aux consignes qui leur sont données en milieu de travail. Nous espérons également, à travers les échanges qui vont se faire durant cet atelier, que les travailleurs adoptent des comportements de sécurité et de santé
donc responsables sur leur lieu de travail. Pour atteindre cet objectif, l'inspection médicale du travail va aborder durant 24 heures plusieurs notions allant dans ce sens. Nous allons faire un point sur tout ce qu'il y a comme législation au niveau international et national dans notre pays en matière de sécurité et santé au travail. Nous aurons un module sur les risques professionnels dans les bâtiments et les travaux publics ainsi que les industries et les moyens de prévention. Nous aurons un module sur les visites médicales donc, qui sera animé par l'Office de santé des travailleurs. Enfin, nous aurons un module sur les acteurs de la sécurité et santé au travail au niveau institutionnel dans notre pays. Autant de notions qui pourront permettre d'assurer une meilleure protection du travailleur. Nous restons dans la capitale économique burkinabé où un projet d'appui au renforcement des capacités techniques et financières de la commune de Bobo-Dioulasso vient d'être lancé. C'est un programme financé par l'Agence française de développement qui va permettre de réaliser des projets structurants dans la ville de Sia. Précision Lamine Karantao, Ali Traoré. L'AFD, l'Agence française de développement, est de retour à Sia. Une présence marquée par un partenariat avec la commune de Bobo-Dioulasso. Et le premier fruit de ce partenariat est le projet d'appui au renforcement des capacités techniques et financières de la commune visant à la réalisation de projets structurants dans le secteur des équipements marchands. Quand on veut renouveler ou refonder un partenariat, il faut être deux. Donc ça veut dire qu'il faut effectivement un partenaire technique et financier, comme on dit, mais aussi quelqu'un qui porte des projets, qui a une vision d'avenir. Et c'est ce qu'on nous a expliqué tout à l'heure aussi et qui va continuer. Il y a un projet qui a été développé par la municipalité de Bobo-Dioulasso. Il y a une vision sur le développement de la ville. Il y a des projets qui ont été imaginés, montés et qui demandaient en quelque sorte qu'il y ait un partenaire qui vienne s'intéresser à ces projets. C'est le cas. L'AFD a vu effectivement qu'il y avait un nouveau dynamisme qui s'était manifesté, qu'il y avait une planification du développement de la ville. Et comme nous soutenons par principe tout ce qui est mouvement de décentralisation et de développement local, eh bien l'Agence française de développement a répondu présent. Une présence qui devrait permettre à la ville de prendre véritablement son envol. Et les principaux bénéficiaires de cet accompagnement sont confiants. Bobo-Dioulasso est devenu une grande métropole. Vous vous en doutez, on est à près de 2 millions d'habitants et il faut compter sur des partenaires comme l'AFD pour pouvoir réaliser ces projets structurants. Et je disais tout à l'heure aux autorités municipales qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il veut aller. Il revient à ces autorités municipales de monter des projets, d'aller à la recherche des financements pour permettre un véritable essor économique et même urbain de la ville de Bobo-Dioulasso. En plus de ce projet, donc, les autorités de la ville sont invitées à réfléchir sur d'autres projets qui vont dans le sens du développement. L'AFD, elle se dit prête à toujours accompagner la commune. Un mot d'agriculture. À présent, quelques poches de sécheresse à certains endroits. La chenille légionnaire qui est également passée par là, mais rien n'entame l'espoir des producteurs dans le plateau central qui demeurent convaincus de la bonne issue de la présente campagne agricole. Les autorités régionales font un tour dans les champs à Surubila et Kontin pour un dernier constat de l'évolution de la saison et le bilan à mi-parcours fait espérer plus de 300 000 tonnes de production dans la zone. Le résumé de la tournée avec Idrissa Warga et Amandine Lalsaga. Nous sommes dans un champ de taro en maturation à Surubila, dans la province de Kourouégo. Le taro, plus connu sous le nom de Koudbadé en langue nationale morée, est en voie de disparition. Et le groupement de femmes Ratamalgré fait sa promotion dans la localité. L'association reçoit aujourd'hui une visite des acteurs de l'agriculture et des élus locaux de la région du plateau central. Une occasion pour elle d'égrener un chapelet de doléances.
Nous avons quelques difficultés dans la production du taro. Il s'agit du manque de matériel. On a besoin de charrettes, de gants, de bottes et de l'engrais organique. Au pas de course, la délégation conduite par le secrétaire général régional du gouvernorat du plateau central se déporte à Koukin, dans la commune rurale de Niou, toujours dans le Kourouégo. Là, la délégation visite un champ de 12 hectares et demi de Philomone Ilboudo. Ici, le mil et le sésame sont en maturation et le haricot récolté déjà par endroits. Sur les 12 hectares et demi, si j'enlève mes dépenses, je me retrouve avec un peu plus d'1 million de francs CFA comme bénéfice si tout se passe bien. Mais j'ai besoin d'un tracteur et si on m'aide à l'obtenir, je pourrai enfin élargir mon champ. Après l'étape des visites de terrain, vient celui du débriefing. Les mines sont détendues, le constat sur le terrain est réconfortant. L'objectif qu'on nous a assigné cette année est de 327 946 tonnes qu'on attend, toutes spéculations confondues, au niveau de la région du plateau central. Donc vu que les productions ont été impactées par le stress hydrique, voilà, souvent un peu prolongé, vous avez dû constater sur le terrain. Bon, actuellement nous avons besoin de 3 à 4 pluies comme ça. Si on arrive à voir ça, on peut espérer avoir une campagne passable par rapport à l'année passée, à la même période. La directrice régionale de l'agriculture rassure que des efforts seront faits pour accompagner les agriculteurs par des formations et un appui technique pour une agriculture moderne au Burkina Faso. Et puis une actualité médiatique dans ce journal avec la radio Ouaga FM qui souffle ses 20 bougies. 2 décennies d'acquis engrangés qui font de cette radio l'une des plus importantes du pays. L'événement est commémoré donc ce 2 octobre à Ouagadougou sous le signe de la réflexion. Roger Kam et Oumou Sissé pour les temps forts de la célébration de cet anniversaire. La radio Ouaga FM, la radio de toutes les générations, a 20 ans. À l'origine de cette radio, il y a un homme, Joachim Baki. De radio musicale en 1999, elle est aujourd'hui une chaîne généraliste. En 20 ans, des acquis ont été engrangés, mais des défis restent toujours à relever. Actuellement, on connaît une profonde mutation, donc la radio doit pouvoir trouver, n'est-ce pas, ses pas et dans cette nouvelle dynamique. Donc pour nous aujourd'hui, c'est faire en sorte que dans une dizaine d'années, dans 20 ans encore, qu'on trouve une radio beaucoup plus solide, une radio intégrée, une radio toujours qui crée la proximité avec ses auditeurs. Et ils étaient nombreux, anciens journalistes et animateurs de la radio, auditeurs et personnalités du monde de la communication, à partager cet anniversaire. Ouaga FM a su conquérir son public, occuper sa place et contribue énormément à l'éducation et à l'information des populations. Je suis fier de voir que ce que nous avons commencé, 1, 2, 3 personnes, il y a de cela 20 ans, et aujourd'hui une grande équipe qui fait un travail magnifique et on ne peut que les féliciter pour ce qu'ils font. Source d'information et de divertissement pour une partie de la population burkinabé, la radio Ouaga FM en 20 ans a élargi ses zones de diffusion. Elle peut être écoutée partout dans le monde par liaison satellitaire et sur l'application mobile Ouaga FM. Et puis en sport, c'est parti depuis hier pour les phases finales des championnats D1 hommes et dames de volleyball pour la saison en clôture de la première journée. L'AS Douane a étrié l'USFB 3-7-0. Le résumé avec Jérôme Tendano. Le duel des frères d'armes USFA AS Douane en clôture de la première journée de la phase finale du championnat national D1 de volleyball s'annonçait palpitant sur le terrain, mais pas seulement. On ne peut pas jouer un championnat et c'est la veille d'un match, on vient changer les joueurs qui ont quitté d'autres pays pour venir jouer. Les 3 joueurs qui sont venus s'ajouter à la Douane, nous avons quitté le Bénin, Niger, Ghana.
Et c'est hier seulement ils sont arrivés pour venir jouer avec la douane contre nous. Et notre fédération accepte. Nous avons des étrangers comme toutes les autres équipes. Et nous, si vous regardez, les joueurs qui ont joué, leurs licences ont été validées par la fédération. Donc nous ne pensons pas qu'il y ait problème en cela. S'il y avait un problème, c'est au niveau de la validation qu'on allait nous écarter. Ou on aurait eu des réserves posées contre nous. Et le moins que l'on puisse dire, le renfort a fait un bien fou au Gabelou qui aligne 3-7, 25-20, 26-24 et 25-22. Une démonstration de force et un message fort à l'endroit de l'AS Thuy dans un championnat d'un bon niveau d'ensemble. Le niveau est très bon pour ce que nous avons vu ce soir et nous espérons que à la fin de ce championnat, qui a pris du temps certes, mais qui va quand même arriver à son terme, nous espérons que samedi, ça sera le bouquet final et que nous allons en tout cas avoir un beau spectacle. Du spectacle, il y en a aussi dans le championnat des dames, à l'image de cette belle confrontation entre l'USFA et la Lona Bay Volleyball Club venu de Bobo Dioulasso. Lona Bay vient de s'achever donc sur une victoire de 3-7-2 pour les Bobolaises de la Lona Bay Volleyball Club qui attendent de connaître leur adversaire pour la finale. Les finales hommes et dames sont prévues donc pour ce samedi 5 octobre à partir de 15h30 sur le terrain de la Fédération de Volleyball 6 à l'ISSDH à Ouagadougou. Actualité de chez nous à présent en Irak. La vague de contestation qui a débuté le 1er octobre dernier s'amplifie. Le gouvernement d'Abdel Abdoul Mahdi est visé par les manifestations qui dénoncent la corruption et le chômage. Le bilan provisoire des manifestations donc une vingtaine de morts. La situation est plus qu'explosive à Bagdad. La tension monte en Irak. Au moins 9 personnes ont été tuées par balle lors d'affrontements entre policiers et manifestants après 2 jours de mobilisation à travers le pays. Face à l'ampleur du mouvement, des couvre-feux ont été instaurés dans la capitale, mais également à Nasiriyah et Nadjaf. Le mouvement, né à Bagdad, dénonce le chômage, la corruption et la médiocrité des services publics. D'autres villes du pays ont progressivement suivi. Il s'agit du plus grand mouvement spontané de contestation contre le gouvernement d'Adel Abdoul Mahdi, au pouvoir depuis près d'1 an. Selon des sources médicales, plus de 400 personnes ont été blessées en 24 heures à travers le pays. Face aux slogans qui appellent à la chute du régime, la police et l'armée ont répondu par des bombes lacrymogènes pour disperser les manifestants. Des routes étaient encore bloquées dans la nuit de mercredi à jeudi par des contestataires à Bagdad. L'accès aux réseaux sociaux doit être progressivement coupé dans la journée de jeudi. D'après Transparency International, l'Irak est le 12e pays le plus corrompu au monde. Meurtri par de nombreux conflits ces dernières décennies, le pays est sorti fin 2017 de sa guerre contre le groupe État islamique avec une économie exsangue et un chômage de 25% parmi les jeunes. Ali, dans les parutions de ce jour au Burkina Faso, la commémoration du 32e anniversaire de la mort du président Thomas Sankara qui se prépare, et puis la situation des déplacés internes à Kongoussi. La revue de la presse burkinabé avec Amadou Marcelto. À la une de l'Observateur Palga, attaque terroriste au BAM, le gouverneur monte au front. Dans les colonnes du journal, Casimir Segda appelle au calme face aux déplacés internes en colère. Selon le même journal, depuis le 28 septembre, plusieurs localités du BAM sont en proie à des attaques terroristes. C'est donc face à des manifestants qui réclament des mesures sécuritaires urgentes que le premier responsable du Centre Nord prône l'union sacrée autour de l'État pour vaincre les forces du mal, explique mon confrère. Kongoussi, des centaines de déplacés en colère bloquent l'accès à la ville, affiche aujourd'hui au Faso. Visiblement remontés, les manifestants ont exprimé leur colère et leur détresse face à la situation qui est la sienne et qui s'apparente à un abandon, indique le journal. Les déplacés expriment leur colère, le gouvernement rassure. C'est le point de vue du journal Le Pays sur la situation sécuritaire dans le BAM. Manifestation de colère des déplacés, l'axe Kongoussi-Ouaga bloqué, titre par ailleurs le journal Le Quotidien.
Dans le Sahel burkinabé, Barkhane installe une base à Djibou, indique le journal Aujourd'hui au Faso. 250 soldats de la force Barkhane seraient stationnés à Djibou en attendant la fin des travaux du nouveau camp qui sortira bientôt de terre, poursuit le journal. Un militaire a été tué devant un kiosque à Tenkodogo, peut-on lire dans le quotidien. Cet assassinat est intervenu le lendemain de la venue de la victime à Ouagadougou afin d'entrer en possession de l'aide à la réinsertion sociale au profit des militaires et policiers radiés de 2011, rapporte le journal. Le 15 octobre de cette année sera célébré sous le signe de la lutte contre le terrorisme, clame le journal Le Pays. Contrairement à ce journal, l'observateur Palga choisit de se pencher sur l'aspect judiciaire du dossier en se faisant écho des propos de Maître Benewende Sankara, selon lesquels les assassins de Thomas Sankara continuent de courir, même s'ils sont rattrapés et condamnés par l'histoire. 72 heures pour faire revivre Thomas Sankara, affiche l'Express du Faso à sa une. Dans ce même journal, la 4e édition des Journées impérialistes dévoile son programme. La Journée mondiale de l'enseignant se pointe également à l'horizon. La CNSE appelle à une marche-meeting le 5 octobre, indique le journal Le Pays, pendant que le quotidien explique que c'est une action pour interpeller le gouvernement sur la condition de l'enseignant. On s'arrête ici pour les actualités sur la télévision du Burkina. Merci de nous avoir suivis.